Bernard-Henri Lévy, bonjour. Bonjour. On vous retrouve en ce lundi pour parler de votre livre « Solitude d'Israël » publié chez Grasset. Je voudrais ce matin m'interroger un peu sur ce qui attend Israël maintenant, sur l'avenir possible pour Israël en repartant de cette tragédie du 7 octobre. Vous dites que le 7 octobre, l'idée même de l'État-refuge a été profondément ébranlée. Vous dites ça dans Actualité juive devant Alexis Lacroix. Est-ce la faute de son gouvernement? Est-ce la faute des autorités? Est-ce la faute de la société israélienne d'avoir eu cette imprévoyance? Je crois la société israélienne, certainement pas. Elle était accaparée par les conflits juridiques constitutionnels, elle manifestait? Elle était accaparée par la vie de la démocratie, elle était accaparée par la vie normale. Et comment aurait-elle pu même imaginer un événement de cette ampleur, de cette nature et de cette nouveauté? Pareil pour les autorités politiques, on peut leur faire tous les reproches qu'on veut, à Netanyahou et à son gouvernement. Et Israël, le peuple israélien ne se prive pas de le faire. Mais il me semble, on verra. Il y aura une enquête. Il y aura des Ils ont commissions allégé d'enquête. le front sud. Elles verront, les commissions d'enquête décideront. Mais je n'irai pas aussi vite en besogne que certains qui disent déjà du haut de je ne sais quelle science que tel ou tel devra terminer devant une cour. Honnêtement, on n'en sait rien. Les responsabilités, il faut d'abord que cette guerre soit gagnée. Et il faut ensuite que les commissions d'enquête travaillent. Alors, il y a peut-être un point sur lequel on peut déjà être d'accord. Peut-être qu'Israël a trop fait confiance à la technologie. Les caméras, le numérique, les boucliers, les dômes de fer, et pas assez à la présence humaine. Sûrement, mais je crois que d'une manière générale, vous savez, il y a très peu d'événements dans le cours du temps. Il y a très peu d'événements véritablement nouveaux, qui ne ressemble à rien de connu, qui ne répète pas quelque chose qu'on a déjà vu. Et un événement de ce genre pouvait avoir toutes les intelligences humaines ou tous les radars que vous voulez, vous ne le voyez pas venir. Vous savez, quand le World Trade Center, les avions sur les tours de New York, c'était là encore tellement nouveau. Inimaginable. Écrit dans aucun scénario, que c'était inimaginable. Et que même si un service secret avait eu vent d'un plan fomenté en Malaisie par un certain Khalid Sheikh Mohammed, il ne l'aurait pas cru. Et c'est probablement ce qui s'est passé, d'ailleurs, c'est ce que je dis au début du livre, c'est probablement ce qui s'est passé avec le plan ourdi par Yahya Sinwar et c'est sa bande de gangsters associés. Même en l'ayant devant les yeux, vous dites les démocraties, on les donnait mais ne concluent pas, elles ne croient pas. C'est vrai après, c'est vrai avant. C'est ce que disait Raymond Aron à Londres à propos de ce que l'on commençait de savoir sur les camps d'extermination. Raymond Aron dit, on entendait, d'une certaine manière, on commençait de savoir, mais on n'arrivait pas à y croire. Et ça, c'est un vrai mécanisme de l'entendement humain. Voir ce que l'on voit. Vous dites un peu plus loin, page 58, Israël n'est pas un pion, mais un point. Alors c'est valable pour l'éternité des temps, c'est valable pour l'avenir aussi. Un point d'où va sortir quelle lumière? D'où va sortir la lumière, d'où continue de sortir d'ailleurs, y compris dans ce moment-là, la lumière de la démocratie, la lumière du droit. D'un humanisme particulier? Oui, d'un humanisme particulier. Il y avait un vrai débat au moment de la fondation d'Israël entre deux tendances. Entre la tendance de ceux qui disaient on va faire un État normal comme les autres, pas mieux, pas plus mal, mais ordinaire. Et puis ceux qui disaient quitte à avoir autant attendu, pas seulement 2000 ans, mais quitte à avoir attendu un siècle ou un siècle et demi depuis le début du sionisme. Du grand retour des nations en Europe, du grand risorgimento européen. Depuis 1848. Voilà, et même depuis 1789, le grand mouvement de réveil des nations. Quitte à avoir autant attendu, quitte à être les derniers venus de ce grand mouvement-là, autant faire les choses bien, autant tirer les leçons des erreurs commises par les autres mouvements nationaux, et autant essayer de faire un État un peu exemplaire. C'est cette tendance-là qui l'a emporté, je rappelle ça dans le livre, oui, tout à fait. Dans le sionisme naissant, c'est cette tendance-là qui l'a emporté. Mais qui n'a pas empêché les guerres avec les voisins, comme les nations du 19e siècle en Europe.
Oui, mais qui a empêché autre chose. Ça n'a pas empêché les guerres, parce que quand quelqu'un vous fait la guerre et la décide contre vous, vous êtes bien obligé de la faire. Mais ça a empêché autre chose. Cet état d'esprit que je vous décris, ce sionisme si particulier, ça a empêché de céder à la culture de la guerre. C'est-à-dire que, au fond, la tentation est grande, aurait pu être grande quand on est Israël, c'est-à-dire quand on vit 75 ans en état de guerre, quand les guerres se succèdent les unes après les autres. La tentation est grande de devenir Sparte, une sorte d'État en armes. Eh bien, ce n'est pas le cas. Et moi, ce qui me frappe, je connais bien Israël, j'y vais depuis 1967, c'est que plutôt qu'une nation de Spartiates, c'est une nation de Cincinnatus. Cincinnatus, c'est ce héros de l'histoire romaine ancienne. Qui quitte sa charrue pour reprendre les armes. Et qui quitte les armes pour retourner à sa charrue. Israël, c'est ça. C'est pas Léonidas, c'est Cincinnatus. Certains vous diraient que justement 67, c'est une spartiatisation partielle d'Israël. Non, mais je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce que les Israéliens n'ont cessé, y compris là, ces dernières années où les guerres se sont succédées, de revenir à leur charrue. Et j'en ai rencontré, vous savez, après le 7 octobre, dans les jours qui ont suivi, puisque je me trouvais en Israël, j'y suis allé, j'en ai rencontré des vieux généraux qui étaient retournés à leur charrue, ou à leur laboratoire quand c'était des savants, ou à leur start-up quand c'était des entrepreneurs. Des entrepreneurs dont ils étaient les senior advisors. Je les ai vus reprendre du service pour quelques jours, pour aller prêter main forte, pour aller secourir un fils au kibbutz de Kfar Aza ou de Be'eri, et puis retourner à leur jardin. Ça, c'est Israël. C'est pas une culture de guerre. L'évidence de la nation, l'évidence de cet État suscite quand même des doutes encore. Vous évoquez, page 114, un passage, un dialogue entre deux partisans de cet État. Mais il y en a un qui s'interroge. Est-ce que l'hébreu, en passant de langue sacrée à langue de commerce, ne s'est pas banalisé, ne s'est pas renié? Oui, c'est le dialogue entre Gershom Scholem et Franz Rosenzweig, qui est un des grands débats. Scholem disait que c'était la dispute qui l'avait le plus bouleversé dans sa vie, qui avait laissé des traces les plus irréparables dans une amitié. Et c'était ça, c'était chez ceux des Juifs qui avaient des doutes sur la naissance d'Israël, sur la nécessité de faire un État. Il y avait des Juifs qui disaient, est-ce que le génie du judaïsme convient à la conception politique du monde? Est-ce que ça va... Et d'ailleurs, est-ce qu'on n'a pas toujours été, depuis Gédéon, depuis le roi Shaoul, est-ce qu'on n'a pas été, au fond, des mauvais politiques? Ce débat-là existait. Mais, vous savez, il y a un événement qui a mis tout le monde d'accord, y compris s'il avait vécu Rosenzweig, ça l'aurait mis d'accord aussi, c'est la Shoah. Là, ce summum de la persécution pour le plus vieux peuple persécuté du monde, ça a imposé l'exigence, la nécessité d'Israël. Et aujourd'hui, quand on voit le monde tel qu'il est ce que cette existence d'Israël, et je vous provoque un peu, ne lui apporte pas plus de tourments et de malédictions que de force? Non, c'est pas tout à fait ça. Ce qui est compliqué, c'est qu'évidemment, c'est comme dans les familles, quand les enfants deviennent un peu les protecteurs de leurs parents, fragilisés. Il y a quelque chose de cela. Il y a chez les Juifs de la diaspora un devoir aujourd'hui de protéger l'État qui devait les protéger. C'est vrai. Nous sommes nombreux dans la diaspora à penser ainsi. Israël devait nous protéger. C'est paradoxalement à nous aujourd'hui de venir un peu, quand on peut, à son secours. C'est eux qui se battent, cela dit. Oui, mais il faut réparer la forteresse en permanence. Il faut réparer la forteresse. Néanmoins, je pense que cet événement a renforcé encore, s'il en était besoin, l'idée que les Juifs ne sont en sécurité nulle part et qu'un État, avec une armée, qui aura tiré les leçons de cette immense défaillance de sécurité, c'est un impératif. En sécurité nulle part, mais au moins quelque part être là. Oui. Et demain, 2 États, vous y croyez encore, dites-vous, mais commence à surgir l'idée d'un État binational, par exemple. Fantasmagorie? Attendez, un État binational quoi? Où les Juifs seraient des dhimmis, seraient des invités ou des citoyens de seconde zone. C'est un autre piège, ça. C'est un piège effroyable et il n'en est évidemment pas question. Donc 2 États. Donc 2 États, mais avec un autre piège aussi,
2 États à une condition, c'est que le deuxième État, l'État palestinien, soit débarrassé, soit délivré de l'hypothèque terrible, y compris pour les Palestiniens, que représente le Hamas, ou tout ce qui ressemble au Hamas. Ça, c'est le préalable, que les Palestiniens ne soient plus sous la coupe des mouvements terroristes. Le deuxième point, la deuxième condition, vous le dites d'ailleurs, c'est de démanteler en Judée-Samarie nombre d'implantations. Premier préalable déjà, c'est que les Palestiniens se réveillent, qu'ils sortent de ce somnambulisme. Qu'on les libère. Qu'on les libère de ce somnambulisme ou de mauvais bergers, dans lequel de mauvais bergers les ont plongés. Donc Hamas, et avant le Hamas, Yasser Arafat, qui avait tout de même refusé un certain nombre de plans de paix qui étaient des plans honnêtes. Donc ça, première condition. Deuxième condition, bien sûr, que quand il y aura partage de la terre, conformément à ce qui avait été décidé en 1947 et que les États arabes ont refusé, oui, il faudra démanteler les implantations de Cisjordanie. Pour la première condition, vous connaissez des leaders possibles dans le monde palestinien pour les sortir du somnambulisme? J'en ai connu dans les années, au début des années 2000. J'ai eu un vrai moment d'espoir. J'ai fait plusieurs séjours. J'ai fait une conférence à Ramallah, par exemple. Je me rappelle à Birzeit, l'université où Lionel Jospin avait été caillassé. Et je me rappelle qu'il y avait là des Palestiniens courageux, lucides, qui savaient qu'il fallait renoncer à cette fiction du droit au retour, etc. Aujourd'hui, ils ont été débordés, ils ont été balayés. Au moment du plan de Genève, dont j'étais l'un des partisans et l'un des parrains, le plan de Genève, il y avait des Israéliens, Yossi Bélin, il y avait des Palestiniens. Je me souviens, Yasser Abdel-Rabo, je les avais reçus tous les deux, on avait eu des longues discussions. Yasser Abdel-Rabo, il faisait partie de ceux qui étaient prêts à la paix, prêts au partage. Où en est-il aujourd'hui dans cette espèce de vacarme et de prise d'otage réalisée par le Hamas? Je ne sais pas. Un tout dernier mot de politique. Vous le dites, hein, Netanyahou a peut-être fait le mandat de trop, sa boussole est perdue, dites-vous. Vous dites dans l'actualité juive, il relève de l'épiphénomène. Il est quand même au cœur du problème. Il devra partir. D'abord, avec son opposant principal, Benny Gantz, parce que c'est quand même ça la réalité, c'est des adversaires politiques, ils doivent gagner la guerre. Ça, et après première chose. Après, il partira. Vous savez, la société israélienne, elle est, les sondages le disent, elle, dès avant cette guerre, pour des tas de raisons qui n'avaient rien à voir avec tout ça, elle pensait que la page devait être tournée. Bernard-Henri Lévy, Solitude d'Israël chez Grasset. Merci infiniment et bonne journée. Merci Christophe Barbier.